commencer sans rendre un hommage à Julian Assange. Car comment vouloir créer ou développer un média sans penser à lui, qui finalement est un des plus grands héros de notre temps. Je ne veux pas fournir des scoops. J'aimerais bien, mais ce n'est pas mon objectif qui est bien plus modeste. En effet, je veux nous aider à partager et comprendre les enjeux de notre monde contemporain. Puis, jour après jour, nous aider à mieux nous armer intellectuellement. En effet, pour faire les vidéos, il y a du travail et j'en profite largement. Ainsi, je commence par Julian Assange, dont le martyre n'est pas le fait du hasard. En effet, plus sa souffrance est longue, moins cela encouragera les vocations. Dans le cas de Julian Assange, tout a commencé par la révélation de crimes de guerre des États-Unis en Irak. Je vous rappelle qu'en Irak, les Américains sont allés pour trouver des armes de destruction massive. Mais dans un espèce de ricochet qui suivait le 11 septembre, puis l'invasion de l'Afghanistan, puis, comme si c'était naturel, l'invasion de l'Irak. Irak qui était sous le feu des bombes américaines depuis la fin de l'opération Desert Storm réalisée par Bush père. Et donc Bush fils décide de régler son compte à Saddam Hussein. Et dans ce cadre-là, beaucoup de choses ont eu lieu, beaucoup de choses ont été faites. Et Wikileaks a pu dénoncer un certain nombre de ces choses qui ont été reprises par des grands médias américains, dont le New York Times. Mais seul Julian Assange, qui n'est pas américain, qui n'est pas un citoyen américain, qui ne faisait pas ce travail depuis les États-Unis, a été attaqué. Et il a d'abord été attaqué sous la ceinture. On l'a accusé d'être un violeur. On a même évoqué le fait qu'il serait violeur et malade du sida. Finalement, on sait au fur et à mesure du temps que tout cela était faux, mais c'était un moyen efficace de le garder sous le coup de risque d'extradition, d'abord vers la Suède et de là vers les États-Unis. Il fallait juste pour les Américains de faire évoluer la loi et de pouvoir monter un dossier qui permettrait de l'extrader de pays amis. Et je vous rappelle que Julian Assange était en Angleterre et très rapidement il s'est réfugié dans une ambassade, dans l'ambassade du Pérou, parce qu'il pensait que de là il serait en sécurité. En sécurité pour avoir dit et montré la vérité. Comme j'ai dit, l'accusation de viol est tombée assez vite, faute d'accusatrice, qui a révélé qu'en fait, ses propos avaient été manipulés, avaient été exagérés, qu'on l'avait incité à porter cette plainte, mais que finalement, elle avait retiré sa plainte. Mais la machine judiciaire était loin de s'arrêter et elle avait déjà trouvé beaucoup d'autres pistes pour maintenir Assange en captivité. De l'ambassade du Pérou, on sait depuis qu'il a été complètement espionné, qu'il a été confiné, qu'il a été mis dans une grande difficulté de communiquer, puisqu'il n'y avait plus accès à Internet, un accès très difficile aux personnes qui pouvaient venir pour l'aider à construire ses dossiers de défense, etc. Il vivait un cauchemar. Tout ça pour essayer d'échapper à une procédure d'extradition. Et peu importe les gouvernements en place, ils étaient tous aux États-Unis favorables à la condamnation de Julian Assange. Mike Pompeo, d'ailleurs, dans son premier discours, avait cité le nom de Julian Assange en expliquant que c'était véritablement un danger pour la démocratie américaine. Les derniers jours de son mandat, de Trump, beaucoup de gens ont espéré qu'il gracie Julian Assange, ce qu'il n'a pas fait.
Et pas mal de monde s'est interrogé sur cette décision. Mais c'est important de le souligner. La justice ne laisse que peu d'espoir à Julian Assange. Quasiment toutes les décisions qui ont été prises, une par une, en Angleterre, montrent à quel point il se rapproche de plus en plus de son extradition. Mais finalement, le temps sert, parce que plus le martyre de Julian Assange est long, moins cela peut entraîner de vocation d'une part, mais également moins il intéresse et également moins on s'approche de la date du procès qui aura lieu aux États-Unis. Mais un procès dans le cadre de l'Espionnage Act n'est pas franchement un procès très intéressant, puisqu'en fait, l'État américain n'a pas besoin d'apporter les preuves, puisqu'elles sont confidentielles. Il n'a pas véritablement besoin de se défendre. Et la vérité, dire la vérité, n'est pas un argument pour justifier ses actes. Ainsi, pour le Deep State, on constate que tous les moyens sont bons, car finalement, dans notre nouveau millénaire, qui a commencé sous les auspices du mensonge, comme avait fini le précédent, avec les fameuses armes de destruction massive, des médias hyper puissants et qui partagent l'agenda du World Economic Forum, puisque dans la plupart des cas, les propriétaires de ces médias sont membres, ou alors les directeurs généraux ou les éditorialistes les plus importants. Ils sont invités dans les dîners, ils sont invités dans les réunions. Ils rêvent souvent de faire partie de ces clubs et ces sociétés secrètes. Mais également, on est dans un millénaire avec des réseaux sociaux extraordinairement puissants, importants et dangereux. Parce que les réseaux sociaux ont permis d'affiner la connaissance fine de l'humain, la connaissance fine de nous, utilisateurs, de notre manière d'interagir avec nos amis, de réagir aux sollicitations, etc. Et ça a permis de développer sans cesse des méthodes plus raffinées et efficaces pour nous amener, à l'insu de notre plein gré, à agir contre notre intérêt et contre l'intérêt de la société dans laquelle on vit. Et évidemment, on peut se rappeler des expériences de Milgram qui étaient assez intéressantes, mais l'intelligence artificielle qui va devenir de plus en plus perfectionnée grâce justement à toutes les données acquises dans les réseaux sociaux et sur Internet par les géants d'Internet, d'où l'investissement massif que Microsoft fait à l'intérieur de la société OpenAI, qui avait été à une époque cofondée par Elon Musk, mais qui l'a quitté. Et cette société est le développeur de ChatGPT, dont on va entendre beaucoup parler et dont on parle déjà beaucoup, parce qu'on constate que cette intelligence artificielle ment, elle triche, elle est orientée politiquement. Si on lui demande d'écrire un poème sur Donald Trump, elle refuse. Si on lui demande d'écrire un poème sur Biden, c'est magnifique. Mais c'est vrai sur beaucoup d'autres sujets. Je voudrais également rappeler qu'après le 11 septembre 2001, dont je parlerai dans une autre capsule, il y a eu une longue période avec beaucoup de lanceurs d'alerte. Snowden, Manning. Et s'en était suivi d'une part le Patriot Act, après le 11 septembre, puis l'Espionnage Act. L'État américain voulait, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec Assange, disposer d'instruments pour empêcher la vocation de lanceurs d'alerte. Et on voit bien, avec ce qui arrive, par exemple, pour des lanceurs d'alerte actuels aux États-Unis, la difficulté pour gagner de l'argent en dehors des dons, mais également la difficulté pour diffuser les informations, les scoops
qu'il serait capable de créer et les pressions auxquelles il s'expose. Ainsi, on l'a vu avec les Twitter Files, l'État, le gouvernement américain, un certain nombre d'agences sont omniprésentes pour accompagner la censure. Et ça a été un travail qu'on peut qualifier de formidable, puisqu'ils ont permis d'imposer ce qu'on pourrait appeler des religions médicales, des religions géopolitiques, des religions monétaires, des religions électorales, des religions woke, sans permettre finalement qu'elles soient dénoncées efficacement et que seuls ceux qui finalement existaient dans une forme de clandestinité pouvaient combattre. Parce qu'en fait, il y a une forme d'épée de Damoclès. Si vous utilisez les grands réseaux sociaux, si vous utilisez YouTube et que vous sortez de la doxa, à tout moment, vous pouvez être condamné, vous pouvez être exclu, vous pouvez être radié. Et je connais nombre d'internautes qui avaient d'importantes chaînes sur YouTube, qui avaient d'importantes chaînes sur Twitter qui ont été radiées et qui se sont relancés ou qui viennent d'être réhabilités. Mais à part sur Twitter, où il y a une forme de liberté qui existe et dont les algorithmes maintenant permettent de développer beaucoup plus facilement votre audience, mais tout en étant limité et en ayant cette espèce d'épée de Damoclès de l'Europe et de ses règles qui s'imposent à Twitter en Europe, eh ben, ces gens ont perdu énormément de confiance en eux-mêmes, de confiance en le système, et donc ils s'auto-censurent. Parce que parfois, si ce média, c'est votre source de notoriété, votre gagne-pain, vous êtes contraint à vous auto-censurer, à inviter vos invités, à inviter les personnes qui viennent partager votre antenne, à faire attention aux mots proposés, aux mots prononcés, aux sujets choisis, à l'angle d'attaque, parce que vous allez être dénoncé, vous allez être attaqué, et parfois même attaqué par d'autres personnes qui sont également dans cette opposition et qui parfois trouvent habile de dénigrer ceux qu'ils considèrent comme un compétiteur, comme un danger pour un gâteau des donateurs qu'ils jugent trop étroit pour être partagé entre beaucoup de sites, beaucoup de chaînes et beaucoup d'acteurs. Alors qu'en fait, plus nous sommes nombreux à nous exprimer sur toutes ces questions-là, plus nous sommes nombreux à aider, à comprendre, à prendre le courage de se lever et de dire non, plus nous avons une chance de sortir de l'ombre, plus nous avons une chance d'imposer le dialogue au sommet de l'État, plus nous avons la chance d'imposer le dialogue dans les médias importants. Et donc, je pense que c'est hyper important que tous ensemble, et pas les uns à côté des autres, voire même les uns contre les autres, nous nous battions pour prendre la lumière et sortir de la clandestinité. Et on a vu, c'est difficile, dans cette clandestinité, il y a peu de moyens. Quand Twitter a été repris par Elon Musk et qu'il a voulu sortir des règles qui étaient imposées jusque-là, la plupart des grands annonceurs, des grandes sociétés, ont abandonné Twitter et ont arrêté d'investir dans sa publicité. Aujourd'hui, face au succès, un certain nombre viennent, mais moins qu'avant. En revanche, il a considérablement réduit les coûts, et ce qui lui permet d'espérer que cette société, qu'il a achetée pour plusieurs dizaines de milliards de dollars, aura un avenir en tant qu'entreprise commerciale. Je note aussi, vous l'aviez remarqué, et ça s'est passé au moment du Freedom Convoy au Canada,
non seulement les grands annonceurs se mettent en ligne avec les religions imposées, médicales, etc., mais également l'État est capable d'utiliser les banques ou même les outils de crowdfunding pour confisquer l'argent qui est donné aux résistants, aux rebelles, mais pas seulement pour confisquer, mais pour identifier tous ceux qui veulent soutenir les rebelles et les menacer de sanctions, les menacer d'amendes, voire les menacer de bloquer leur compte en banque. Et donc, on peut bien parler d'une guerre contre la liberté de penser et de s'exprimer. Et je pense, et c'est pour ça que j'ai choisi Julian Assange pour ce premier sujet, que cette guerre ne sera jamais gagnée par les peuples si nous abandonnons Julian Assange. C'est vraiment très, très important. J'avais noté également que le seul pays qui a soutenu des lanceurs d'alerte sans les contraindre, c'est la Russie. La Russie qui accueille Snowden, Edward Snowden, depuis un certain nombre d'années, qui vient lui donner un passeport et la nationalité. Évidemment, pour Snowden, c'est compliqué de sortir de Russie parce qu'il est attendu presque partout dans le monde pour également se retrouver sur les fauteuils de tribunal en vue d'une extradition vers les États-Unis également. Mais j'insiste là-dessus parce que c'est très symbolique que ce pays qui est sans cesse accusé d'être une dictature soit celui qui donne une vraie place aux lanceurs d'alerte, sans essayer ni de les instrumentaliser, ni de les exploiter. Snowden est un citoyen libre en territoire russe. Donc la guerre contre la liberté de penser et de s'exprimer, pour être gagnée, elle doit être gagnée en n'abandonnant pas les lanceurs d'alerte, en n'abandonnant pas les martyrs de cette guerre, dont, en particulier, Julian Assange, qui croupit dans une prison anglaise depuis des années, avec des problèmes psychologiques forcément extrêmement importants. On se rappelle tous de son image quand il était sorti de l'ambassade du Pérou, mais il y a très peu d'images qui circulent pour exprimer ses conditions de vie. Évidemment, c'est difficile de conclure cette capsule sans faire un parallèle avec ce qui est arrivé au professeur Montagnier, en France, mais pas qu'en France. Ce prix Nobel, ce lanceur d'alerte, qui très vite a mis le doigt sur tout ce que l'on découvre aujourd'hui concernant la dernière pandémie. Et je dis bien la dernière pandémie, parce que cette pandémie fait suite à d'autres pandémies et précédera d'autres pandémies. Et on peut s'inquiéter, fort justement, sur qui tire les ficelles une fois que ces pandémies arrivent, mais qui est capable de les anticiper aussi bien, voire même de les préparer. Il y a des mots qui sont utilisés et qui permettent d'y voir clair sur ce qui est en train de se passer dans le domaine médical. On constate également que des médecins ou des pharmaciens, lanceurs d'alerte, sont révoqués. Et ils ont fait des années d'études, ils ont fait un serment et on les révoque. Denis Agré, Amil Mlil et bien d'autres comme ça sont dans une situation extrêmement inacceptable parce qu'ils se battent pour la vérité, ou en tout cas ils se battent pour la possibilité d'exprimer leurs hypothèses et de demander à avoir accès aux chiffres qui sont de moins en moins publiés en France comme partout ailleurs dans le monde. On nous a annoncé des dizaines ou des centaines de millions de morts. On a commandé pour des milliards de vaccins avec des SMS. Impossible de voir les SMS.
Impossible de voir les contrats. Impossible de comprendre les modèles qui ont permis d'annoncer autant de morts. Mais en revanche, et ce sera ma conclusion, on recommence après la pandémie, avec la guerre. On a eu l'étape du cancel culturel des Russes, des sanctions contre les Russes qui se retournent contre nous, et on approche de la guerre mondiale, et avec elle de la famine. Il y a déjà tellement d'endroits où les gens souffrent de la faim et de la soif. Mais souffrent de la faim et de la soif. Mais on transporte des chars de 60 tonnes, un par un, avec des avions du Canada, sachant que chaque vol d'avion permettrait de nourrir 10 000 enfants au Yémen pendant 1 an, de les nourrir, de les soigner et de leur donner de l'eau. Bref, il est extrêmement important de sauver Assange pour sauver la liberté de penser, la liberté de parler et la liberté d'échanger librement sur les sujets les plus importants du monde contemporain si nous voulons sauver nos enfants et leurs enfants du destin néfaste qu'un certain nombre de personnes ont décidé pour nous.